La criminalité, Karima, baisse au Québec, sauf chez les jeunes. Ils sont de plus en plus utilisés dans les conflits de gangs, pas juste les gangs de rue à Montréal, mais toute la question de la guerre des stupéfiants, donc à Québec également. Moi, ça m'a fait capoter cette statistique-là. En 1994, il s'est passé deux choses très, très, très importantes dans le monde. Il y a eu le début de la guerre des motards, puis il y a eu ma naissance aussi. Là-dessus, tu vois, tu la voyais pas venir, celle-là. Donc, la guerre des motards, ça commence en 94, ça s'arrête en 2002. Et en 8 ans, il y a eu 9 morts innocentes. Donc, 9 morts de personnes innocentes. En 8 ans, c'est 9 de trop. Et la guerre des stupéfiants qui fait rage à Québec, dans la région de Québec, mais ça s'étend un peu partout, là, y compris jusqu'à Baie-Comeau, Saguenay, ça fait quelques années à peine que ça dure. Ça fait pas 8 ans. Il y a déjà 8 morts innocentes en moins de temps que durant la guerre des motards, qui est reconnue comme étant le conflit le plus violent dans l'histoire du Québec, opposant des gangs, en l'occurrence les Rock Machine et les Hells Angels. C'est assez intriguant de voir pourquoi, avec les années, les technologies policières, avec les lois également qui ont pu ou non progresser, on vit dans une situation qui est finalement pire que celle d'avant. Oui, c'est assez fou. Puis il y a un article intéressant d'Élisa Cloutier dans le Journal de Québec. Puis c'est ce qu'elle dit, là, ça pourrait, cette guerre-là des stupéfiants, cette guerre comme telle, là, pourrait faire plus de victimes innocentes que pendant cette période-là. Et le bureau d'enquête qui a répertorié au moins 26 événements violents qui impliquent des personnes ciblées par erreur. Tu as parlé de 8 qui ont été tués. Et ensuite, moi, ce que je trouvais aussi pertinent dans cet article-là, on parle du recrutement des jeunes. On dit que vraiment, là-dessus, on voit cette recrudescence. On dit que c'est facile de recruter des jeunes criminels qui sont inexpérimentés. On va sur les réseaux sociaux. On parle de ce recrutement par des organisations, je cite, qui sont fragiles, décentralisées, désorganisées. Et ça fait en sorte que ça va expliquer ça, ces fameux dommages. Je n'aime pas cette expression dommages collatéraux parce que ce sont vraiment des drames humains. On pense à ces familles. Tu sais, je veux dire, une victime innocente, qui a une balle perdue. Et il y avait ce dossier-là dans le Journal de Montréal où on voyait, par exemple, un jeune qui était venu voir sa famille, un jeune Américain. Et il était, je pense qu'il y avait 14 ans, quelque chose comme ça. Et là, il se retrouve dans une voiture. Il se retrouve ensuite en chaise roulante parce qu'il y a eu cette balle perdue. Puis il ciblait par erreur, en fait, le conducteur. Bref, des histoires d'horreur comme ça. Mais tu sais, moi, je m'inquiète quand même parce qu'on a parlé de les gangs de rue, les milieux criminalisés, des motards, cette guerre de la drogue. On voit qu'à Toronto, il y a beaucoup de fusillades aussi. Il y a ce commerce-là, ces gangs criminalisés. On a parlé de la situation, que ce soit même dans le sud-ouest, Petite Bourgogne, à Montréal-Nord, dans d'autres endroits à Montréal où il y a cette présence-là de gangs criminalisés qui s'adonnent à ce commerce illicite de drogue de façon très violente, qui vont sans foi ni loi, comme on dit. Il n'y a même plus de code. Donc, je te dis pas qu'on applaudissait puis qu'il y avait des codes dans le temps, mais là, il y en avait, excuse-moi, mais j'ai lu un livre sur la mafia, à un moment donné, ça disait que quand quelqu'un se faisait tuer, il laissait le portefeuille et l'argent dans les poches du tué. Fait que la police arrivait puis trouvait le corps, puis il volait pas la personne après. En fait, des codes de même. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas qu'on applaudit nécessairement les codes parce qu'il y avait des codes puis c'est merveilleux. Ce que je veux dire, c'est que là, même là, on fait fi de ça, puis on s'en fiche à la limite qu'il y a un innocent qui part, tu sais, t'es avec ton enfant, t'es en poussette, alors tu pourrais être une victime collatérale, tu sais, c'est dégueulasse, là, on s'entend. Puis moi, ce que j'ai observé de l'autre côté de l'Atlantique, notamment en France, d'un vrai fléau, on va recruter de plus en plus jeunes, on va passer, par exemple, par des Snapchat, les annonces directement via les réseaux sociaux pour aller recruter des jeunes. Il y a une valorisation des armes, une valorisation de cette culture de la violence. Il y a l'appât du gain. Tu as beaucoup de jeunes qui vont être intéressés. Ils se disent, le luxe, on a cet appât du luxe parce qu'aujourd'hui, tu vas regarder ces réseaux sociaux, puis les gens ont l'air de faire de l'argent facilement. C'est le gros jet privé, le bateau, tout ce que tu veux, des vêtements de luxe. Donc, il y a l'appât du gain. On va aller promettre à des gens peut-être qui vivent justement dans des quartiers plus défavorisés. C'est la promesse de cet argent facile. Et même, ça va plus loin là, en Europe. On a des histoires, il y a des kalachnikovs, tu vois, des jeunes avec des fusillades, là, j'invente rien, là. Et même pire que ça,
des tueurs à gages, aussi jeunes que 14 ans, comme ça. Tu vas aller recruter des tueurs à gages et puis des personnes qui vont aller, justement, s'adonner à ce trafic-là, collaborer avec des trafiquants de drogue. Pourquoi? Ben, tu risques moins, tu sais, les peines. Ben oui. C'est de la chair à canon. C'est de la chair à canon. C'est même de la traite humaine, quelque part. Tu sais, je veux pas être grincheux, grognon, être le gars un peu... je sais pas, là, un peu vieillot, parce que j'ai écouté du rap quand j'étais très jeune, j'en écoute encore aujourd'hui. C'est peut-être la musique que j'ai le plus écoutée dans ma vie. Mais je me demande s'il n'y a pas un peu, sans désigner comme strict et unique coupable le rap, je me demande quand même s'il n'y a pas un peu d'influence de ça, parce que, tu sais, tu prends par exemple les années 80, les jeunes n'écoutaient pas vraiment du rap. Le rap, c'est plus à la partir de la fin des années 80-90, puis ce qu'ils écoutaient, ben, c'était pas de la musique pop qui mettait en valeur la prostitution, le fait de se promener avec une arme, de consommer de la drogue, ou même d'avoir tué. C'était pas ça. C'était pas ça que les jeunes écoutaient. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils écoutent. Ah ben ça, c'est sûr. Puis là, il y a le country qui s'en vient, puis heureusement, il va venir nous sauver. Mais je veux dire, c'est pas... il doit y avoir une petite partie, aussi petite soit-elle, de l'explication là-dedans. On va en parler avec Martin Soucy, parce qu'on parle de la guerre des stupéfiants. Bien, ça, c'est en bonne partie à Québec. Il est capitaine coordonnateur de la lutte à la violence urbaine au service de police de la Ville de Québec. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. On parle de l'augmentation de la violence chez les jeunes alors qu'elle baisse un peu partout dans les autres strates d'âge au Québec, de ces jeunes, même mineurs, là, qui utilisent des armes, qui sont engagés par des gangs pour commettre l'irréparable. Comment vous l'expliquez, ce phénomène-là, vous? Ben, on l'explique par beaucoup par l'offre de délinquance qui est offerte maintenant à ces jeunes-là. Vous en parliez très bien, là, juste avant que j'arrive, l'offre sur les réseaux sociaux de cette violence-là qui est offerte à contrat. Moi, j'appelle ça la marchandisation de la violence, qui est maintenant disponible dans la délinquance juvénile. Fait que je veux quand même pas être alarmiste, parce qu'il faut être rassurant. C'est quand même des cas qui restent marginaux actuellement, surtout dans la Ville de Québec, nos observations. Mais par contre, il faut quand même s'admettre que quand on regarde les dossiers qu'on traite actuellement, qu'on parle avec les parents et les enfants qui sont impliqués dans nos dossiers, on voit quand même une tendance à la hausse là, de dossiers dans lesquels des jeunes sont impliqués dans des événements violents et dans lesquels on leur a offert des contrats pour exécuter de la violence. Mais je trouve ça assez fou. Vous parlez, Martin Soucy, vous êtes capitaine et coordonnateur de la lutte à la violence urbaine. Vous parlez de marchandisation de la violence, comme il y a un marché pour ça, puis c'est attirant pour certains jeunes. C'est quoi? La violence, les armes à feu, c'est cool? Ben c'est sûr que c'est pour certains jeunes, c'est mis en valeur sur les réseaux sociaux. C'est cool de s'afficher avec des armes. C'est sûr que c'est attrayant de tenter d'être le plus fort ou de se montrer comme étant le plus fort. Ça l'a toujours été depuis que le monde est monde, je crois. Par contre, là, les réseaux sociaux, les contextes sociaux actuels aussi font que semble que ça prend de plus en plus de place puis que ça attire de plus en plus de jeunes. Je veux qu'on parle du scoring, parce que ça, c'est une pratique. On demande à des jeunes d'aller tirer dans le tas là, juste pour prouver que tu es capable de faire preuve de violence comme ça. Ça inspire confiance par la suite. On va te faire confiance pour aller tuer une personne, disons, qui est importante à tuer. Ça existe-tu vraiment dans la vraie vie, ça, au Québec, du scoring, ou c'est juste dans les films? Ben c'est ça, je veux pas être plate dans ma réponse, M. Villemur, mais je peux pas bien vous en parler parce que moi, dans mon travail, j'en ai pas vu encore. Oui, mais vous avez des contacts dans les autres forces policières au Québec. J'imagine que c'est un sujet que vous connaissez. Ben moi, j'en ai pas entendu parler non plus de la part de mes confrères, même au niveau provincial. Fait que c'est pas bon. Un terme que j'ai souvent entendu. J'ai commencé à en entendre parler récemment. Mais on est vraiment plus dans les légendes, en tout cas ce que j'entends, plus dans les légendes urbaines ou dans les légendes de réseaux sociaux. Mais moi, je vous le dis, là, concrètement, j'en ai pas vu encore à Québec des dossiers qui auraient pu s'expliquer par le scoring. Ben, excusez-vous pas, on est content que vous nous disiez ça en réalité, parce que Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Ben oui, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. Pas que ça arrive non plus. Oui. OK. Oui, ben parce que c'est ça. Moi, je regardais dans l'article du Journal de Québec où il y avait un informateur qui disait les gars reçoivent une photo de la victime avec une description de sa voiture et une adresse. Et si la personne a déménagé entre-temps, tu te fais brûler ta maison sans raison.
ou si tu ressembles par hasard à la personne visée, tu deviens une cible. Donc, il y a quand même ces éléments-là. On parle de commanditaires, de jobs dont les récompenses peuvent varier entre 500 et 1000 $. Je parlais de ce jeune qui a été victime d'une balle comme ça perdue. La voiture avait été ciblée. Là. La voiture a été ciblée. Lui est devenu... il a perdu l'usage de ses jambes. Donc, il y a quand même des faits de violence qui existent. Vous répertoriez quoi comme faits de violence par les jeunes? Les exemples que vous venez de donner sont des choses qui sont réelles, là, des histoires qui ressemblent à ce que vous venez de dire. Et c'est toute la raison pour laquelle on dépense autant d'énergie actuellement à tenter de la prévenir, cette violence-là, puis pourquoi elle est si préoccupante. Justement parce qu'elle peut toucher des gens qui sont pas impliqués, des tiers innocents, des citoyens qui sont aucunement impliqués là-dedans, mais qui sont exposés à des grands risques. Dans tout ce que vous venez d'expliquer, là, Mme Brix, ce qu'il faut retenir, c'est que les méthodes de travail, puis pour donner les contrats, sont très volatiles puis peu structurées, puis tout se passe par les réseaux sociaux. Fait que c'est ce qui représente au bout du compte le risque d'impondérable, le risque de facteurs inconnus qui va faire que tout peut déraper dans l'exécution du contrat. C'est omniprésent tout au long de la coordination de la violence pour eux autres ou du contrat de violence qu'ils vont se donner. Donc, c'est des gens qui utilisent des pseudonymes, qui se font offrir des contrats avec des informations qui sont très fragmentées, données à plusieurs personnes qui se connaissent pas entre eux. Fait que des fois, les contrats sont exécutés par plusieurs personnes différentes. Et ça vise des gens qui sont pas connus nécessairement des gens qui vont exécuter le contrat. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la grosse tendance, des fois, dans ces actes-là, c'est qu'ils sont commis à travers les citoyens, à travers les zones urbaines, sans se préoccuper de la sécurité des autres citoyens puis des autres personnes qui vont être dans les alentours. Et c'est ce qui nous préoccupe beaucoup, puis c'est pour ça, nous, au SPVQ, qu'on laisse rien au hasard. Tous les crimes qui sont commis, même quand il n'y a pas de plaignant, on les enquête et on recherche les acteurs impliqués dans l'événement pour éviter que d'autres événements de violence se passent par après. Ça fait directement partie de notre stratégie de lutte à la violence urbaine. Puis, Martin Soucy, quand on parle des réseaux sociaux, puis de cette nouvelle façon de transmettre une demande ou une offre pour tuer ou blesser quelqu'un, on parle donc depuis tantôt du fait que ça peut affecter la qualité du travail parce que si, en fait, on ne donne pas les bonnes informations, la personne qui va être visée peut être une personne innocente, mais on oublie une chose, me semble-t-il, c'est aussi que dans le temps, là, quand on faisait venir quelqu'un, comme dans un film, là, dans un petit café, puis on disait, c'est la photo de la personne que tu vas tuer, voici l'enveloppe, tu prends 50% en partant, puis on t'ordonne. Il y avait quelque chose comme la prise de conscience du geste qui allait être fait. Hein? Donc, quand la personne partait avec la job, elle se disait, Colin, je m'en vais faire quelque chose. Aujourd'hui, par Internet, il y a il y a comme une insensibilité qui s'installe. Ça devient presque... c'est plus le geste grave que c'était avant. Là où je pense qu'il faut faire attention, vous avez raison dans ce que vous venez de dire, là, mais il faut faire attention, c'est que les crimes commis dans le contexte du crime organisé ont quand même toujours représenté un risque de dommages chez les citoyens, puis a toujours créé un grand risque de sentiment d'insécurité chez les citoyens, même quand c'était commis par d'autres groupes criminels qui semblaient utiliser d'autres méthodes. Donc, c'est pour ça que dans le temps de la guerre des motards, il y a eu des groupes de travail mixte d'enquête qui ont été créés puis qu'il y a eu des opérations spéciales parce que justement, il y avait eu aussi des dommages collatéraux. Mais c'est sûr que les méthodes d'aujourd'hui, le fait que ça se passe par les réseaux sociaux, le fait que les gens se connaissent pas, les faits que ça se passe avec des gens qui s'identifient avec des pseudonymes, assurément que ça représente plus d'impondérables et plus de risques. Vous avez raison là-dessus. Puis, je veux juste mentionner, parce que je sais pas, peut-être qu'on n'appelle pas ça le scoring ou des choses comme ça, mais tu sais, le cas dont je parlais, le jeune de 14 ans, juste mentionné, ça se passait le 8 mai 2022. Il était dans sa voiture et là, il sortait d'un anniversaire avec sa tante un peu avant 2 heures du matin. Son oncle, Junior Lemoine Printemps, âgé de 28 ans, il conduisait le véhicule. Il est mort sous ses yeux. Il a été atteint par 7 balles. Et donc, il dit, il est tombé sur ma mère, il est mort sur elle, et il raconte cette histoire-là.
sais, c'est quand même une affaire de fou. On dit qu'au total, il y a 13 balles qui ont été tirées en direction sur la voiture. Lui a été atteint à la colonne vertébrale. Donc, la violence peut être extrêmement grave, justement, dans ce milieu-là. Et en termes de prévention, moi, j'allais dire sur les jeunes, là, j'imagine qu'on essaie de faire un travail de prévention, tout ça, mais c'est quoi les avantages pour les organisations criminelles là, d'aller rechercher des jeunes pour s'adonner à leur trafic de drogue? Ben, les avantages pour eux, il y en a probablement plusieurs parce que c'est à eux qui s'intéressent, mais probablement que le fait qu'ils peuvent traiter avec des gens dans l'anonymat, traiter avec des jeunes aussi qui sont plus malléables, à une époque de leur vie où ils sont plus malléables, où ce que les gens sont plus téméraires. On sait qu'à l'adolescence, les jeunes sont plus téméraires. Je vous résumerai ça, Mme Brick, en vous disant que, dans le fond, là, la délinquance juvénile, ça a toujours été un peu compliqué à comprendre. Moi, j'ai fait 30 ans bientôt que je suis policier. Quand j'étais en technique policière, il y a 30 ans, on nous parlait de la délinquance juvénile, on nous apprenait à la prévenir, à la détecter, à mieux la comprendre, puis on n'était pas capable de l'expliquer. On a perdu le courant avec M. Soucy. Y a-t-il une panne de courant à Québec? Moi, je voulais savoir, en fait, s'il y avait un lien avec l'immigration aussi, parce qu'à Québec, la violence, elle a changé de forme. Elle est devenue, c'est devenu le petit berceau de la guerre des stupéfiants. Là. Puis il y a un profil démographique à Québec qui a changé. Je pense que la question se pose. Là, si on est capable de retrouver M. Soucy, je veux savoir, parce que lui, il est sur le terrain là-bas. Quand on lit les articles de journaux, quand on a... M. Soucy, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là, désolé, il y a un problème avec la ligne. Mais non, il faut payer les comptes d'hydro, là, à la police de Québec. Là. Hey, M. Soucy... Je fais un message à mon patron. On va se laisser dans 30 secondes, il faut qu'on se laisse, mais je voulais savoir, avant qu'on termine, y a-t-il un lien à faire avec l'immigration? Prenons Québec, là, vous êtes à Québec. Le profil démographique de la ville a changé, puis on dirait que la violence aussi, elle a changé dans son ampleur. Est-ce que vous le faites, ce lien-là, vous, à la police de Québec? Non, présentement, je peux vous dire que par expérience, tout le monde peut être impliqué, puis tout le monde pourrait se faire recruter. Ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que assurément que dans la délinquance juvénile, là, les jeunes qui se sentent pas valorisés puis pas intégrés au système familial ou social sont plus à risque. Donc, ça peut arriver dans toutes les communautés que des jeunes comme ça soient recrutés. Là. Merci, Martin Soucy, capitaine beaucoup. à la lutte à la violence urbaine au SPVQ. Merci pour l'invitation. Au revoir.